Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Pierre, dimanche dernier, nous avons reçu Rachid Nekaz, qui est candidat à l'élection présidentielle algérienne. Et vous lui avez dit qu'il était islamiste. Et il a refusé de vous répondre parce que vous ne lui avez pas serré la main. Et depuis, combien de menaces de mort avez-vous reçu, Pierre Licia? J'ai reçu une déferlante, j'en ai dénombré jusqu'en milieu de semaine, près de 20 000 messages insultants, dont certains évidemment menaçants, mais je n'ai pas eu le courage, ni la force, ni l'envie de tout lire. Donc forcément, je suis incapable de dire combien de menaces, mais beaucoup de menaces de mort. Ce qui m'a scandalisé la semaine dernière, c'est d'entendre cet homme-là qui effectivement paye les amendes pour les femmes qui portent la burqa, qui est l'instrument de soumission de la femme, et se revendiquer juste après de Voltaire et de défendre la liberté des femmes. Je veux dire, c'est pas entendable. Vous avez porté plainte? J'ai évidemment porté plainte dès mercredi. Il y a deux dimensions là-dedans. D'abord, il y a ce côté Tariq Ramadan au petit pied, c'est-à-dire cette même stratégie qui consiste à se montrer propre sur soi, totalement présentable, tout en défendant une idéologie qui, si elle arrivait non masquée, serait inacceptable. Ça, on l'a déjà vu, ça fascine certains. Tariq Ramadan a fasciné beaucoup de gens dans le milieu audiovisuel pendant des années. Et là, c'est à peu près la même chose, à ceci près qu'en plus, il a l'argent pour se payer une clientèle, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui ont envoyé ces messages sont payés pour ça. Ça ne doit pas être pris à la légère. Ces méthodes-là, elles ont déjà tué. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir, ça on a l'air d'oublier, il y a eu Charlie Hebdo. Donc ne l'oublions pas, ça n'est pas anodin. Très bien, merci Natacha. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hot d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Alors, qui remporte le prix Goldnadel cette semaine? Mais écoutez, le jury international du bisounours a décerné son prix à monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a fait entrer dans la commission des droits de la femme la République islamique d'Iran. Ah oui, d'accord. Bah, tout est dit là. Comme le chante notre poète occitan, Thierry, est-ce que ce monde est sérieux? Mercredi dernier, la Commission des droits de la femme des Nations Unies a élu dans son sein la République islamique d'Iran. Autrement dit, tous les cas maintenant des violations des droits des femmes dans le monde entier vont lui être déférés. Et pas plus tard que la veille, la grande avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, qui est la grande spécialiste du droit des femmes en Iran, qui est actuellement incarcérée, a pris une peine supplémentaire de prison de 10 années. Autrement dit, 35 années de prison. Mais pour faire bonne mesure, nos mollahs lui ont infligé une peine de 145 coups de fouet parce que Nasrin est entrée en cheveux dans le palais de justice et sans le port de voile obligatoire. Alors, ordinairement, Thierry, lorsque je gratifie d'un prix, je taquine, j'asticote. Mais pardonnez-moi de vous le dire, ce soir, je n'ai pas le cœur persifleur. Parce que l'ONU est devenu le théâtre de l'obscénité et parce que j'ai aussi envie de partager ce prix international avec nos bisounours nationaux qui nous expliquent que le port du voile, c'est une question de liberté. À penser à Nasrin Sotoudeh, on comprend que le discours sur le voile islamique hypocrite est un tissu d'insanité. Bravo! Et maintenant, j'accueille le député LR de la première circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Question escalier, vous êtes blindé, hein. Vous pouvez J'ai faire fait le attention. casino de Paris, les Folies Bergères, quand vous voulez, avec une perruque peut-être, mais... C'était l'exercice le plus difficile de la c'est soirée. plus dur, bah, évidemment. On n'a pas vu les cuisses. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan, vous connaissez votre slogan, c'est toujours le même. Il est niçois, mais il n'est pas venu raconter des salades. Donc, Super. vous avez votre sampleur, le sampleur d'Éric Ciotti. Si t'avais goûté à Nice, les anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Mais c'est Dicou Rivers. C'est Dick Rivers. C'est plus grand. Nice, ça s'appelle Nice, baie des anges. Merveilleuse Je crois que c'est chanson. François Valéry, moi. Absolument. Non, pas du tout. Dick Rivers. Dick Alors, Rivers, citoyen du Vieux-Nice. comment parle-t-on d'Éric Ciotti dans les médias? Magnéto, Serge. Dans 50 ans, on a divisé par 2 nos moyens de protection. Aimer la France, faire aimer la France, dès le plus jeune âge, avoir ce sentiment patriotique. Le gouvernement devrait arrêter de dépenser autant contre le réchauffement climatique parce que le résultat, quel est-il? Il neige, les Français ont froid. Je suis élu de Nice et je veux aussi apporter le meilleur à ma ville. Eh oui, et voilà. Alors, d'abord, dans 2 mois, ce sont les élections européennes. Les Républicains sont à 14% d'intention de vote. Pour l'instant, ça Ouais. progresse. Il y a une dynamique Bellamy Ouais, un peu absolument. quand même. Hein, ouais. Il y a un mois, on était à 8. Ouais. Vous Donc, avez doublé. la candidature de François-Xavier Bellamy porte une dynamique. Le choix qu'a fait Laurent Wauquiez a été un choix pertinent, le choix d'un homme nouveau. d'une Comme tous droite- les choix de Laurent Wauquiez. Non, pas forcément. Le choix d'une droite nouvelle, d'une droite des idées, des valeurs, qui s'assume, qui n'a pas honte d'être de droite, qui a des racines, et le parcours et la personnalité de François-Xavier Bellamy est, je crois, pour nous, le signe d'un nouveau départ. On vient de très loin, on a failli disparaître, donc on était en Ça aurait été on était dommage, en quand réanimation. même. Oh, ça aurait été dommage. Ben oui, ça aurait été dommage. Oh, mais non, vous aurez pu vivre. On est en Oh, bah convalescence. alors. Ça aurait été triste. France. Alors, vous êtes quand même très gêné aux entournures. Moi, c'est ça qui me frappe. Emmanuel Macron, il joue très bien. C'est-à-dire, il débauche à mort et ça marche. C'est-à-dire, du coup, votre discours est brouillé. Regardez les sondages. Le principal opposant, c'est jamais vous. C'est toujours Marine Le Pen. On reproche à Laurent Wauquiez, justement, d'avoir un discours trop clair et pas assez élargi. Et là, vous avez raison, c'est qu'il y a une espèce d'illusion, Macron. Il a un discours qui, quelquefois, va sur le terrain de nos valeurs, mais les actes ne Souvent, suivent. oui, mais les souvent. actes ne suivent jamais. Oui, mais enfin, C'est à peu il près fait ce pareil. qu'on appelle de la triangulation, Oui. c'est-à-dire qu'il vous asphyxie, vous avez du mal à parler. Du coup, on vous entend pas très bien. Je crois que les électeurs sont lucides. Vous savez, Non, Eric. l'illusion, ça peut marcher un temps. Ça fait 2 ans qu'il va être là. Bah, je crois que la situation du pays, sa situation, elle est quand même pas à son avantage. Les Français s'aperçoivent Oui, mais vous que n'en le avez pas bilan... profité de ces Non, déboires. voilà. Bien sûr. Eric, Pourquoi vous n'avez pas profité de ces déboires On fera la fin des Franchement. courses en 2022. Eric, franchement. Voilà, on est au milieu du cap. On remonte. Voilà. Il remonte. Non, on peut dire il remonte. non mais William. je ne suis pas un de vos plus farouches opposants. C'est clair. Mais est-ce qu'il est normal que M. Macron, au moment où nous parlons, incarne l'ordre? Et je trouve que dans la crise des Gilets jaunes, vous avez laissé Macron, tout à fait injustement, incarner l'ordre alors qu'il était lui-même l'homme qui avait jeté de l'huile sur le feu. Un mot avant que vous répondiez. On a quand même vu Laurent Wauquiez avec un gilet jaune. Les gilets jaunes, au départ, ce n'était pas le désordre. Les gilets jaunes, je les ai plus que soutenus. J'ai participé le 17 novembre à la première manifestation à Nice, avenue Jean Médecin. Les gilets jaunes, c'est une saine colère, c'est une saine révolte contre l'assommoir fiscal. Il a été dévoyé par quelques-uns qui ont fait rentrer dans ces cortèges qui partaient d'une analyse saine et des objectifs qu'il était tout autant, il a fait rentrer la violence.
Et là, c'est là où Macron a joué là-dessus. Il a joué un peu avec la violence. Et pour les Français, il a eu cette attitude que l'on retrouve sur l'Europe ou sur d'autres sujets. C'est moi ou le chaos. Bon, mais aujourd'hui, on voit bien que cet effet, il se dissipe. Vous savez, Macron, il a rebondi sur la crise des Gilets jaunes. Il a gagné du temps, C'est un peu comme un ballon de basket. Le rebond, il va être de plus en plus faible. Moi, j'en suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, quel est le bilan ? Qu'est-ce qui a avancé dans le pays ? On est, en matière économique, parmi, sans doute, les plus mauvais de l'Europe, que ce soit en termes d'impôts, en termes de dépenses publiques, de déficit budgétaire, de chômage, donc tous les paramètres économiques, là où on nous annonçait le Mozart de l'économie, c'est un terme qui avait été évoqué pendant la présidentielle, sont au rouge. Sur l'immigration, on n'a jamais autant accueilli d'étrangers en situation régulière, près de 400 000 l'année dernière, dans notre pays. On a des territoires qui se délitent. Bon, où sont les résultats ? Ok, Monia. J'ai très envie de savoir si vous allez vous présenter à la mairie de Nice l'année prochaine. On était sur Macron, donc on passe sur Nice. C'est la richesse de l'émission. J'y répondrai autour de l'été. Voilà. Vous attendez les européennes pour officialiser la candidature ? Je me pose la question, je l'ai déjà dit. Que vous n'iriez pas. Si je suis candidat demain pour Nice, c'est pour améliorer une situation qui, là aussi, s'est dégradée, malheureusement. Ouais, c'est trop langue de bois. Nice a des forces et des faiblesses. Non, c'est trop langue de bois. Nice, c'est la ville aujourd'hui. Nice et sa métropole. C'est la ville la plus endettée. Éric Ciotti, on a été intimes tous les deux. On a dansé collés serrés. Est-ce que vous pouvez me donner cette réponse ? J'ai besoin de savoir, est-ce que l'année prochaine, les Niçois vont pouvoir voter pour vous ? Il faudra qu'on prolonge un peu plus notre relation pour pouvoir répondre. On se retrouve après la pub pour les unes de la semaine avec le député Éric Ciotti. À tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort. Les terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et du député Éric Ciotti. Et maintenant, c'est l'heure des unes de la semaine. Alors, suite à l'attaque terroriste qui a touché 2 surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe, plusieurs agents pénitentiaires se sont mis en grève. C'est votre une, Natacha. Maton, la prison, c'est le bagne. Vous avez 1 minute, top chrono. Oui, la prison, c'est le bagne, mais pas forcément pour ceux qu'on croit. Voilà. Il y a eu Condé-sur-Sarthe, c'était le 5 mars, on en a parlé ici. Une agression extrêmement violente d'un détenu radicalisé contre 2 surveillants. Il était avec sa compagne dans une unité de vie familiale. Alors, comme c'était une attaque terroriste, ça a frappé les esprits. Mais en fait, c'est le quotidien des surveillants de prison, puisque chaque année, il y a 4000 agressions. Il y a eu un pic en 2012, un pic en 2017, mais en fait, 2019 promet de battre des records. D'ailleurs, le même jour, le 5 mars, il y a eu une agression à Château-Thierry. Le 12 mars, il y a eu une agression à Beauvais. En fait, les surveillants de prison sont confrontés à une augmentation de la violence, à des publics de plus en plus déstructurés, une haine des institutions, une haine de la France, dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que la société ne se rend pas compte de ce que vivent ces gens qui, pourtant, sont en première ligne et sont au service de notre sécurité. C'est une honte. Et on va accueillir un surveillant de prison qui va nous en parler. Comment vous faites ? Elle est pile dans le temps, mais chaque semaine, vous avez 1 minute, vous terminez 1 minute. Discipliné. Pour continuer à en parler, j'accueille Fabien. Il est surveillant à la prison de Condé-sur-Sarthe, justement. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Vous travaillez donc dans l'une des prisons les plus sécurisées de France, qui accueille les détenus les plus dangereux. On va en parler, c'est l'heure du témoin de la semaine. Alors Fabien, première question d'abord, comment vont vos 2 collègues
de Condé-sur-Sarthe qui ont été agressés. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Je suis allé les voir hier à l'hôpital. Alors il y en a un qui est sorti il y a quelques jours maintenant, mais le dernier, donc Olivier, lui, risque de sortir la semaine prochaine. Je pense que psychologiquement, de toute façon, pour les deux, ça va être très très difficile à remonter la pente. Vous êtes dans une prison qui est une prison ultra sécurisée, considérée comme extrêmement moderne, et pourtant, on a l'impression que ça ne suffit pas. Pourquoi exactement? On a tout ce qu'il faut, on a tous les outils pour pouvoir travailler, mais on n'a pas les législations qu'il faut pour pouvoir avancer, en fait. Vous faites allusion notamment au fait qu'on n'a pas le droit de fouiller les familles des détenus. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut respecter avant tout le droit de ces familles, mais pas votre droit à la sécurité. C'est ça. Par exemple, quand il y a une famille qui rentre pour un parloir, en fait, il peut aller de la sortie jusqu'au box du parloir sans presque aucun problème. Et là, c'était une attaque terroriste, mais quel est votre quotidien? Des insultes, ça c'est perpétuel, c'est tous les jours insultes. Après, il peut y avoir des crachats, il y a des agressions qui vont, par exemple, des jets d'urine, d'excréments, des objets, tout ce qui peut passer dans les mains, on va le prendre, ça c'est sûr. Puis après, les agressions physiques aussi. Et il y a des menaces de mort aussi. Menaces de mort. Quand un surveillant est menacé de mort, il porte plainte. Parce que je sais que certains surveillants ne portent pas plainte parce qu'ils savent que s'ils portent plainte, leur nom peut être dévoilé ensuite aux détenus. Et il y a des surveillants qui sont agressés aussi en dehors de la prison. Si on porte plainte, donc, du coup on doit dévoiler le nom au commissariat et du coup derrière, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à être retrouvé très facilement avec les réseaux sociaux aujourd'hui et où maintenant on se met devant la prison, tout simplement. Ils attendent plus. La radicalisation, ça a changé des choses dans ce contexte qui est déjà d'une violence absolue. En fait, pour expliquer, les radicalisés, ils sont arrivés il y a déjà bien longtemps en arrière. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, en 2009, où il y avait déjà des radicalisés, mais eux, c'était des dormants, on va dire. Et au fur et à mesure, plus ils ont été nombreux et plus ils ont commencé à avoir des stratégies pour passer à la vitesse supérieure. Maintenant, ils sont nombreux, alors du coup, ils peuvent planifier des attaques, comme il s'est passé mardi dernier. Ça a changé quelque chose, l'agression de Condé-sur-Sarthe? Clairement, moi, maintenant, j'ai peur d'aller au travail, tout simplement. J'ai peur de passer la porte d'entrée qu'on bloque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à la prison, quoi. C'est les matons qui ont peur des prisonniers, quoi. Il faut dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, que le détenu en question, donc radicalisé, avait un petit appartement pour baiser sa femme 48 heures par semaine ou 48 heures tous les 15 jours avec un petit balcon, une télévision, un frigidaire. Mais est-ce que c'est vrai, ça? L'unité de vie familiale, c'est un lieu, c'est comme les parloirs. Mais dites pas unité de vie familiale parce que les gens ne comprennent pas. Dites c'est un petit studio sympa à l'intérieur de la prison. On peut ajouter une chose. Insensé. Un surveillant de base, il gagne combien par mois pour subir ça, pour subir les jets d'urine, les excréments, les menaces de mort? À l'issue du concours, quand on part à l'école, on touche 1 400 €. Voilà. Sans logement de fonction, on est 1 400 €, mais livré à soi-même après, quoi. C'est un mépris de la société. Avec Ciotti. Ça fait 11 ans que je suis député et je suis depuis le début ces questions pénitentiaires et qui sont vraiment laissées pour compte et les parents pauvres. Quand on consacre aujourd'hui 1 000 € de dépenses publiques, dans 1 000 € de dépenses publiques, il y a 4 € à la justice, 1 € consacré à la prison. 1 €. Il y a 27 000 gardiens aujourd'hui, vous avez dit 4 000 ont été blessés. Je n'ai jamais entendu parler, dans tous les débats parlementaires, je les ai tous plus que suivis, j'y ai participé. En 2009, je n'ai pas voté la loi pénitentiaire parce que justement, il y avait cet article 57 de la loi qui interdisait les fouilles en fonction d'une jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est absurde. Parce qu'aujourd'hui, au prétexte de la liberté individuelle, on met en cause l'intérêt général, l'intérêt collectif, la protection de tous les gardiens. Je suis allé au lendemain de cette agression, je suis allé en solidarité à la prison de Nice. J'ai rencontré vos collègues, et un collègue il me disait, quand je vais au match voir l'OGC Nice, je suis fouillé. Oui. Et quand quelqu'un vient aujourd'hui en prison, il ne l'est pas.
on marche sur la tête, parce qu'à force de vouloir donner des libertés aux ennemis de la liberté, on met en péril notre société. Mais il faut des moyens. Une société qui est incapable de se défendre, en fait. C'est très grave. Vous savez, en 50 ans, et la justice en fait partie, on a divisé par 2 l'effort de protection consacré à la défense nationale, à la sécurité, police, gendarmerie, et à la justice. On consacre 60 € pour nous protéger, dans ces fameux 1 000 €. Oui. On consacre 575 € à la protection sociale. Ça veut dire que l'État est devenu squelettique, ce pourquoi, pour sa mission première, c'est-à-dire de protéger les autres, d'avoir le monopole de la violence légitime, parce que personne ne peut remplacer l'État dans ses missions. Et en revanche, l'État est devenu obèse dans des dépenses sociales dont on a peine à voir aujourd'hui systématiquement l'utilité quand on voit qu'il y a de plus en plus de pauvreté, qu'il y a de Très plus en bien, plus de... très clair. En tous les cas, Fabien, bravo pour votre courage, parce que j'imagine que le fait que vous témoignez ce soir ne va pas vous aider dans votre carrière, et c'est très courageux, voilà. Merci à vous. Merci. J'aurais juste voulu passer un petit message à Yannick et Olivier, qu'on est là pour eux et puis qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'il faut que ça s'arrête, et puis il faut qu'on puisse rentrer sereinement dans les établissements pour aller faire notre travail. C'est tout ce qu'on demande, nous, concrètement. oui. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Alors, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un 5e mandat. L'actuel président algérien a également décidé de reporter l'élection présidentielle. Raquel, cela a inspiré votre une, le tour de passe-passe de Bouteflika. Vous avez 1 minute, Raquel, et 30 secondes. Parce que vous avez gagné la semaine dernière. Oui. Top chrono. Alors, la semaine dernière, nous disions que Bouteflika briguait le mandat de trop. Voilà. Et quel plaisir, hein, on ne va pas bouder notre plaisir de voir que, finalement, on a été entendu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas nous qui avons changé l'histoire algérienne, c'est le peuple algérien lui-même. On l'a dit la semaine dernière, des millions et des millions de manifestants, des femmes, des jeunes, des figures de l'indépendance. Jamila Boured, qui écrit cette semaine une lettre où elle dit que depuis l'été 62, ils se sont fait voler la révolution par une caste qui rapine le peuple algérien. Ce sont des figures qu'on entend dans les médias, hein, qui refusent de relayer la doxa de l'État et qui démissionnent plutôt que de devoir répéter la ligne prescrite par l'État. On voit, on le disait la semaine dernière, les avocats, on voit les médecins qui disent attention, l'ordre des médecins, il dit celui qui fera un faux certificat médical pour permettre à quelqu'un de se présenter, il sera radié de l'ordre des médecins. Donc là, on a là toute la société qui est en mouvement et on a envie de dire continuez, pas par prescription, bien sûr, pas d'ingérence, on l'a dit, depuis la France, c'est toujours complexe. Mais hein, pas de vol, pas de casse, au fond, pas de bouteille fric-frac. Ah ben voilà, et vous avez 8 secondes pour la semaine prochaine. Alors Eric, cette histoire algérienne est à la fois extrêmement joyeuse de voir ce peuple dans la rue, tous ces jeunes et tout, alors qu'on pensait que l'Algérie était un pays sombre avec une chape de plomb. On voit tous ces mômes dans la rue et en même temps extrêmement inquiétant pour nous. Bien sûr, ce mouvement, il est extrêmement généreux. C'est l'expression d'une volonté de libération, mais attention à la sortie. Les Algériens, et surtout la jeunesse algérienne, ont manifesté pour avoir une présidentielle sans Bouteflika. Et aujourd'hui, pour l'instant, ils ont Bouteflika sans la présidentielle. Donc, je suis prudent sur la sortie. Sur la sortie sur le peuple algérien, il y a 3 solutions. Soit demain, cette crise débouche sur la démocratie, soit elle débouche sur l'islamisme, avec les amis de M. Nekaz, soit elle débouche sur une nouvelle forme d'exode. Et là, nous serons concernés. Nous serons concernés parce que nous avons des liens spécifiques avec l'Algérie, qui ont été établis dans le cadre des accords d'Évian, qui font que, notamment en matière de séjour, en matière de regroupement familial, il y a des règles beaucoup plus souples
avec les Algériens. Il y a 800 000 Algériens aujourd'hui en France, 2 millions si on compte les descendants et la famille, notamment les binationaux. Donc tout ça donne droit notamment au regroupement, au rattachement familial. Donc bien sûr, il faut qu'on regarde avec non-ingérence, mais aussi avec une extrême vigilance et qu'on anticipe, y compris un scénario qui peut être dramatique. Bien, Franz, c'est à vous. Alors, c'est terrible ce qui vous arrive. C'est que vous avez 40 secondes, parce que la semaine dernière, vous avez fait 1 minute 20. Ouais. Dans le cadre du grand débat, les personnes en situation de fragilité, victimes d'un handicap ou précaire, ont proposé aux élus et aux fonctionnaires... Par des associations, Emmaüs... d'effectuer un stage de pauvreté. Vis ma vie de pauvre. Ouais. C'est votre une, France, vous avez 40 secondes, c'est pas terrible. Bon, on va essayer de le faire. Hein. Allez, bon. allez-y. Alors, parmi toutes les idées qui sont sorties du grand débat, il y en a une que j'adore, c'est le stage de pauvreté volontaire. Hein, bon. C'est vrai que ça a provoqué un concert de protestation, mais je pense que cette idée mérite l'attention. Pourquoi ? J'ai vu par exemple ce qui se passait en Birmanie, un jour en voyage, parmi les bouddhistes, les plus grandes personnalités du temps des généraux, de cette dictature débile, il y avait une habitude qui consistait à ce qui se transforme, c'était pour un temps donné bien entendu, mais c'est un rythme régulier en mendiant. Voilà, Salernet. Et je dirais que ça aurait de la gueule, par exemple, Ardisson, Macron, Ciotti. Moi, j'ai pas besoin de stage de pauvreté. Moi-même, un stage. Quand j'étais petit, je l'ai fait le stage de voilà, pauvreté. Je l'ai fait avec mes parents. Ça méritait d'être fait de temps en temps. Et je pense qu'on dirait moins de conneries. Je pense qu'on comprendrait mieux. On comprendrait mieux la pauvreté. Et ça nous remettrait à notre place. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. On passe à Monia. Donc, à 2 mois de l'Eurovision qui aura lieu en Israël, plusieurs artistes ont appelé au boycott du concours dénonçant la privation de droits des Palestiniens. Voilà. Israël, Eurovision sous tension. C'est votre une, Monia. Vous avez 1 minute. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait que les antibiotiques, c'est pas automatique, voilà un nouvel adage à ajouter à votre vocabulaire, c'est l'Eurovision, c'est géopolitique. Alors l'Eurovision qui devait se tenir le 18 mai à Jérusalem s'est finalement retrouvée transbahutée à Tel Aviv pour calmer les polémiques et les tensions. Et malheureusement, cette année, il faut s'attendre à ce que peu de pays disent « Israel, 12 points ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, malheureusement, Israël est énormément boycotté. Par exemple, on a découvert dans le Guardian que 140 artistes, dont Ken Loach ou Vivienne Westwood quand même, ont appelé au boycott de l'Eurovision pour dénoncer les droits non respectés fondamentaux des Palestiniens. Autre chose hallucinante, cette année, l'Islande va être représentée par un groupe qui s'appelle Atari. Alors ce groupe est super chelou. C'est un groupe de rock pro-palestinien BDSM, c'est-à-dire bondage sadomaso. Et eux, une fois qu'ils seront à Tel Aviv, ils proposent à Benjamin Netanyahou de se battre avec lui lors d'un combat de lutte islandaise. Alors s'il gagne, il crée, attention, écoutez bien, une colonie bondage sadomaso en Israël. Et s'ils perdent, ils offrent les îles Westman à leur adversaire. Alors à quoi ressemblent ces artistes qui veulent mettre un gag dans la bouche à Gilles William Goldenel et l'habiller en latex dans une des colonies israéliennes? Je vous invite à découvrir. On regarde Magnéto, Serge. Et il compte faire un happening pro-palestinien pendant l'Eurovision, alors que c'est interdit dans le règlement intérieur de l'Eurovision. Tournez vers vous. Bien sûr, j'aimerais savoir dans quel pays, par exemple du Maghreb, on pourrait justement envisager ce genre de défi. Mais je précise quand même qu'Israël est tellement impopulaire que ça se passe en Israël parce que Israël a gagné Israël a gagné et a gagné grâce à une lesbienne parfaitement assumée. Et là, c'est pas encore dans tous les pays du monde où ça peut se passer ainsi. C'est pas vraiment pour ça aussi. Ah bah si. Et maintenant, donc, Éric Ciotti, voilà, chacun vous a présenté sa une, elles sont devant vous, donc vous êtes comme devant un kiosque à journaux. Et dites-nous quel magazine vous achèteriez.
les 4 sujets sont graves. Je choisirai celui sur la prison, oui. parce que je veux dire ma solidarité aux gardiens. Je veux leur témoigner Et votre enfant caché, la nécessité Il vous ressemble, de les accompagner. Faut quand même le Mais voilà. Natacha a gagné 30 secondes, donc... Et je voulais juste ajouter que je suis contente de gagner sur cette une parce que je pense que la façon dont une société traite les serviteurs de l'État, les gardiens de prison en particulier, ça montre l'estime qu'elle a pour l'humanité. Et chez nous, visiblement, c'est pas grand-chose. Et voilà, Fabien, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était les unes de la semaine. Rendez-vous après la pub avec le député Éric Ciotti dans Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les terriens du dimanche, le député Éric Ciotti. Laïcité, la France, se voile-t-elle la face? C'est la battle de la semaine avec le porte-parole de Génération, le mouvement politique de Benoît Hamon, Mehdi Ouraoui. On la surnomme Kangourou Girl. À la suite d'une erreur médicale, Charlène Calfaillant doit vivre au quotidien avec une poche intestinale. Pierre Licia l'a rencontré. Puis, j'accueillerai le pied noir qui voit la vie en rose, Enrico Macias. Et aussi, bien sûr, les terriens de Tanguy Pastureau. Voilà. Avec les 6 mercenaires, la grande rousse avec une chemise noire, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles-William Golnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, Monsieur Nekaz, Pierre Licia. Et notre invité, le député Éric Ciotti. Votre slogan, il est niçois, mais il n'est pas venu raconter des salades. Vous avez aussi un sampleur, évidemment, en musique. Qui t'avait goûté à Nice fait les anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Laïcité, la France se voile-t-elle la face? Avec Mehdi Ouraoui. Mehdi Ouraoui, bonsoir. Vous êtes porte-parole donc de Génération, le mouvement fondé par Benoît Hamon. Tout à fait. Et vous vous intéressez depuis des années à la question de la laïcité. Bienvenue parmi nous. Voilà. Merci. Mais d'abord, pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Les musulmans ont dû adorer le mouvement des Gilets jaunes. Pendant 3 mois, ça leur a fait des vacances, on ne parlait plus de l'islam dans les médias. D'un coup, la France s'est découvert des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de justice sociale, de services publics, de transition écologique. Résultat, la menace islamiste a fini par passer au second plan. Même l'attentat de Strasbourg n'a pas suffi à stopper les Gilets jaunes. Oui mais voilà, l'actualité nous rappelle que l'islamisme reste une menace. La semaine dernière, 2 gardiens de prison se sont fait poignarder par un détenu radicalisé. Le détenu
en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar ». Et ce n'est pas vraiment un cas isolé. Il y a 500 islamistes condamnés pour terrorisme dans les prisons françaises. Et une quarantaine d'entre eux seront libérés cette année. Et les djihadistes français qui pourraient revenir de Syrie, on en parle? Bref, l'islam est revenu à la une de l'actualité. La France a peur. Cela dit, Macron reconnaît lui-même qu'il y a un problème, puisqu'il veut réformer l'islam de France. En février 2018, il promettait une loi avant l'été. À la rentrée 2018, il promettait une loi avant la fin de l'année. Et finalement, nous voilà en 2019 et il n'a toujours rien décidé. Résultat, au sein de La République En Marche, chacun défend son point de vue sur la place de l'islam en France. L'an dernier, c'est le futur ministre de l'Intérieur qui avait défendu le port du voile. Il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, porter le voile des catholiques, on ne se posait pas ce genre de questions. Je fais une vraie différence entre le voile et la burqa ou le niqab, qui effectivement sont deux choses totalement différentes. L'été dernier, c'est Stanislas Guérini qui a pris la défense de la présidente de l'UNEF. Moi, je ne suis pas choqué qu'on puisse porter le voile. On est libre dans l'espace public, y compris quand on est un responsable syndical, de porter le voile. Mais récemment, quand le député En Marche Aurélien Taché a comparé le port du hijab à celui d'un simple serre-tête, c'est une ministre de Macron qui l'a recadré. Ce n'est pas un signe religieux, absolument. Et il n'y a aucun pays dans le monde dans lequel les femmes soient légalement obligées de porter des serre-têtes. Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle a refusé de porter un serre-tête. Bref, quand on parle de l'islam, la majorité est totalement divisée. Une fois de plus, on attend de savoir ce que va décider Macron. Et pendant ce temps, l'islam radical s'installe tranquillement. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Voilà, alors, le voile et le serre-tête, c'est la même chose? Je crois que le député LREM qui a prononcé cette phrase avait porté le serre-tête un peu trop serré et que du coup, il a confondu beaucoup de choses. Ça n'a absolument rien à voir. On est d'accord. C'est pas le sujet. Alors, Benoît Hamon disait en 2017, la loi de 1905 protège aussi bien la fille habillée en short que celle qui veut librement porter le foulard. Est-ce que vous diriez la même chose? C'est sans préliminaire, on se fait traiter d'islamo-gauchiste dès le début de l'émission, Thierry. Benoît Hamon, il citait un article de la loi de 1905 qui est super intéressant, qui mérite vraiment d'être systématiquement rappelé, qui est l'article 31. Cet article dit une chose très simple, qui est qu'on peut croire, on peut ne pas croire, et le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que, s'il y a des pressions sur ceux qui croient pour qu'ils ne croient plus, ou sur ceux qui ne croient pas pour qu'ils croient, dans un sens comme dans un autre, si on veut faire abandonner leur religion aux gens, ou si on veut les obliger à en adopter une, eh bien l'État doit intervenir. C'était le sens de l'article 31, déjà de la loi de 1905. Vous êtes pour la loi de 1905 ou vous voulez la changer, vous? Je suis pour la loi de 1905, aujourd'hui, et qu'on la conserve sans altérer sa portée. La loi de 1905, c'est une victoire de la République sur l'Église catholique. Oui. Et depuis plus d'un siècle, eh bien, on a trouvé cet équilibre. Comme on l'a trouvé depuis le début du XVIIIe siècle, avec la relation avec la religion juive. C'est Napoléon, 1806. Absolument. Et aujourd'hui, on a une difficulté. Et il faut arrêter, c'est le titre de la question que vous posez, de se voiler la face, au sens propre comme figuré. On a une difficulté avec le communautarisme islamiste. On a une difficulté avec la montée de l'islam politique, qui essaie, au prix de nos lâchetés, au prix de petits accommodements que certains avaient qualifiés de raisonnables, de conquérir aujourd'hui des territoires de la République. On a aujourd'hui cette situation dans des territoires où certains considèrent que les règles religieuses et les règles de l'islam politique sont supérieures aux lois de la République. Il faut à la fois combattre brutalement, et moi je le dis, les intégristes et leurs déclinaisons fascistes, terroristes qui commettent des attentats. Il faut mettre des mots sur les choses. Il y a des attentats terroristes, islamistes, mais il faut, de manière plus générale, ne pas encourager la montée de l'intégrisme qu'on vit tous. Et d'ailleurs, vous-même, je ne veux pas être désagréable, vous expliquez à la fois que vous voulez défendre la loi de 1905, la mettre dans la Constitution, et vous ajoutez « et je veux mettre les racines chrétiennes de la France ». Eh bien oui, mais il faut arrêter justement de toujours jouer cette espèce de deux poids, deux mesures et de cette concurrence communautaire qui a fait tant de mal à notre pays. Sarkozy faisait la même chose et Macron fait la même chose. Merci. Alors un mot, Natacha. Un mot. Le mot laïcité, justement, qui n'est pas dans la loi de 1905. Il n'est pas cité. Pourquoi ? Parce que cette loi est une loi de séparation des églises et de l'État. C'est une loi. Or, la laïcité, ce n'est pas un principe juridique. C'est un principe
politique. C'est l'idée qu'il y a un espace public et que dans l'espace public, nous sommes là en tant que citoyens, c'est-à-dire que nous ne ramenons pas en permanence ce qui nous différencie. Et comme ça, les citoyens peuvent délibérer ensemble pour le bien commun. Et même si on peut reconnaître le droit de se voiler, et je le reconnais parfaitement, on peut aussi dire que c'est contraire à notre conception des rapports hommes-femmes, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Le voile, c'est une façon de dire que la femme est coupable du désir qu'elle va susciter par sa chevelure. Et ça, moi, ça me pose un problème, mais je respecte parfaitement le fait qu'on puisse porter le voile, à ceci près que, attention, c'est pas les musulmanes qui portent le voile. On peut être musulmane et ne pas le porter. Et il y a des tas de musulmanes qui ne le portent pas. Celles qui portent le voile, généralement, sont musulmanes. Natacha, vous avez le droit de critiquer le voile parce que c'est exactement ce que vous permet, justement, la loi de 1905. J'ai fait personnellement 2 propositions de loi constitutionnelle. Une visant à rajouter à la devise de la République liberté, égalité, fraternité, la laïcité, parce que pour moi, la laïcité, c'est ce principe de neutralité qui doit être réaffirmé, reposé au cœur de notre pacte républicain, mais en même temps, nous avons une origine. Nous avons des origines judéo-chrétiennes. Nous sommes les héritiers d'une histoire. Et cette histoire, on ne doit pas la modifier. Elle fige notre passé. Notre passé, nous en sommes les héritiers. Aujourd'hui, c'est devenu culturel. Vous savez que c'est non plus culturel. C'est pas une question religieuse. Ça peut vous paraître contradictoire, mais il y a un fait culturel qui fait qu'aujourd'hui, le 25 décembre, dans notre calendrier civil, on fête une fête d'origine chrétienne. Les musulmans la fêtent aussi. Et ça, je ne veux pas que demain on le modifie. Il n'est pas question, Eric. Honnêtement, je connais beaucoup de musulmans qui fêtent Noël avec autant d'enthousiasme que nous. J'ai pris cet exemple, mais il y a beaucoup de sujets qu'on souhaite remettre en cause par aujourd'hui. Ça très bien. Le problème, Eric, quand on sera ensemble, vous verrez, on fêtera Noël et l'Aïd ensemble, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste dire, la France est célèbre pour sa tour Eiffel, pour sa baguette et pour sa crispation autour du voile. Il faut savoir que même les pays étrangers rient de nous parce qu'on est obsédés avec le voile, parce que c'est le seul pays où le voile est un tissu hautement inflammable. D'ailleurs, il faut parler, on parle souvent du voile, mais il faut quand même préciser qu'il n'y a pas un seul voile, il y a des voiles. Il y a ce qu'on appelle le niqab, qui est ce qu'on ne voit pas, on le voit en photo. Et il y a le hijab, qui, avant on appelait ça dans les années 90 le tchador, qui est une autre forme de voile. C'est important de le préciser. Mais le débat autour du voile, évidemment, doit exister, sauf qu'il est mal posé, surtout lorsqu'on utilise la carte de la laïcité pour critiquer le voile. Dans le débat public, dans la rue, on ne demandera jamais à ces femmes dans le quartier de Saint-Sulpice, que j'adore, ces bonnes sœurs, on ne leur demandera jamais d'enlever leur voile, on ne demandera jamais à une personne dans la rue d'enlever sa kippa, mais inconsciemment, on demande aux jeunes filles musulmanes d'enlever leur voile parce qu'on aimerait que dans les rues de Paris ou dans les rues françaises, elles ne portent pas le voile. Au nom de quoi? Au nom de l'égalité républicaine, mais il n'y a pas d'égalité lorsqu'on accepte ces signes religieux sur certains et pas d'autres. Alors que vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, vous avez des filles qui sont flics, vous avez des tas de filles qui ont un voile. Bien sûr. Je suis très heureux de vous entendre défendre l'américanisation, c'est-à-dire du système, bien entendu. Le voile est une invention récente. Il y a toujours eu des voiles en islam, mais c'est une invention récente. Allez voir. Non, je suis désolé. 2 secondes. Tu allais, par exemple, regarde les images, l'Égypte sous Nasser. Il n'y avait pas de voile, très peu de voile. Bon, moi j'ai traversé toute l'Algérie. C'est des plus belles vacances que j'ai faites en 1970. Il n'y avait pas de voile, très peu. Le halal est une invention également récente. Dans les années 80, ça vient des chiites, ça vient des frères musulmans. Ils ont décidé également de couper les sociétés musulmanes qui se trouvaient en Occident, de les couper du reste, et il fallait maintenant qu'ils aient en plus, on leur met le voile, et après il faut qu'ils aient leur façon de se nourrir. Le halal n'existait pas avant. D'ailleurs, vous regardez le Coran, vous lisez le Coran. existait. Non, vous lisez le Coran, mais putain, pourquoi on fait pas ça? Lisez le Coran. Vous verrez, il y a une sourate, qui dit, non, mais attendez. Laissez-le le bisounours. Non, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure pub pour la publicité de dire aux gens, lisez le Coran. Lisez le Coran, parce que je pense qu'on peut s'instruire, on peut lire la Bible, on peut lire le Coran. Non, mais enfin, vous, évidemment, vous lisez pas. Donc, vous répétez ce que dit Monsieur Oui, là, votre patron. Mais alors, vraiment, lisez le Coran. Vraiment, c'est ce genre de mépris qui rend les gens fous. Mais non, mais attendez. Mais vraiment, je crois que c'est ce genre de mépris. Lisez le Coran, moi, je lis le Coran. C'est une espèce de façon de donner des leçons. C'est incroyable. Mais maintenant, vous connaissez mieux l'islam que les musulmans. Mais moi, je suis pas là pour faire l'exégèse de l'islam. Mais c'est incroyable. Mais devenez imam.
Mais devenez imam. Mais attendez, allez. Monsieur, oui, ça vous passionne. Monsieur, oui, ça me passionne. Tout ça me passionne. Il y a une sourate au début du Coran qui dit qu'on peut manger comme les gens du livre. Donc il n'y a pas de problème de halal. Il n'y a pas besoin de halal. C'est écrit dans le Coran. Moi, j'ai le droit de citer, je suis désolé de vous le dire, je suis désolé, on a le droit de lire la Bible, on a le droit de lire le Coran, et on a le droit de parler, après on peut parler peut-être un peu mieux, et de l'islam ou du christianisme. Raquel ? Cette discussion est incroyable pour moi parce que quand je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, c'est là que j'ai découvert cette notion qui n'existe qu'ici. Il n'y a qu'en France qu'on érige cette notion comme une règle de vie commune. Et moi, je la trouve merveilleuse, cette règle, mais absolument merveilleuse. Et parmi les choses qui me rendent patriote de la France, il y a cette notion de laïcité. Alors, aujourd'hui, je vois qu'elle est galvaudée, mal comprise, les gens la sortent à tout bout de champ pour ceci, pour cela. Et par exemple, Monsieur Ciotti, moi, ce qui me choque énormément, voyez-vous, c'est que quand vous, Éric Ciotti, le 15 août, avec Monsieur Estrosi, vous vous baladez avec la Vierge à Nice, et que vous faites la procession, comment voulez-vous ensuite avoir l'autorité morale pour refuser les revendications communautaires de la part de musulmans ou de juifs? C'est comme Wauquiez de la crèche, voilà. Excusez-moi, mais moi je le revendique. La laïcité ne peut pas être à géométrie variable. Ça fait partie d'un héritage et j'ai pas envie qu'on me le modifie. Mais personne. Ça s'appelle une revendication communautaire. Non, Éric. C'est un fait culturel. Le 15 août, on fête sur le port de Nice, comme dans les montagnes. Il y a une procession en bateau. C'est religieux. C'est quelque chose qui est devenu culturel. Oui. Avant d'être culturel, c'est pas ces processions qui posent problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut nous remettre dans un contexte. Il fait de la prose sans le savoir, il fait du Macron sans le savoir. Il nous fait en même temps. Qui menace aujourd'hui la chrétienne et en même temps qu'est-ce qui menace la République aujourd'hui? C'est pas sérieux. Où est le sujet? Est-ce que ce sont ces processions ou c'est la montée du communautarisme islamiste? Attendez, Éric, alors là, je suis désolé. Et Mehdi vient de dire un truc très intelligent. Il vient de dire que vous mélangez. Le problème. D'un côté, un jour vous êtes laïque, le lendemain vous êtes raciste chrétien. Le problème, il va falloir choisir. Personne n'a remis en cause l'existence des processions qui font en effet partie de l'héritage culturel de la France. En revanche, un élu de la République devrait s'abstenir d'y participer justement pour montrer que lui, en tant qu'élu, reste neutre. Éric. Il y a cette montée aujourd'hui du voile. On le voit, il suffit de sortir, suffit de marcher dans la rue, il suffit d'aller dans des amphithéâtres universitaires. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi je dis que cette expression où certains imposent leur appartenance religieuse, souvent pour des raisons politiques, qui traduit aussi une forme de soumission, bien sûr, pour la femme. Elle n'impose pas une vision politique. Moi je dis qu'il y a des femmes qui sont contraintes de porter ce vêtement. Quand je vois les yézidis esclaves sexuels cette semaine qui ont brûlé dans une photo qui a fait le tour du monde, le voile qu'elles étaient contraintes de porter, quand je vois cette avocate iranienne qui a été condamnée à de la prison parce qu'elle mène ce combat contre le voile et qui a été condamnée à 145 coups de fouet, je me dis que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays des Lumières, de Voltaire, accepter cette forme de soumission, eh bien moi je crois aujourd'hui que les républicains doivent opposer des digues. Vous ne parlez des musulmans qu'en termes négatifs. Vous ne parlez jamais des 100 000 morts de la Première Guerre mondiale pour lesquels on a construit la mosquée de Paris. Et vous savez combien il y a de musulmans qui sont morts sur les théâtres d'opération ces dernières années? Un soldat français sur 10. Mais moi je souhaite que la République un peu mieux la France que vous, monsieur. Aujourd'hui, ça, je vous laisse la responsabilité de votre ils sont morts sur des théâtres d'opération, c'est les soldats français. Depuis 2015, il y a eu 250 morts dans notre pays, dont 86 dans ma ville sur la promenade des Anglais. C'est des islamistes, c'est pas des musulmans, c'est des islamistes. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut, y compris de façon un peu exigeante, y compris de façon ferme, que la République regagne du terrain. Parce que si elle ne regagne pas du terrain, c'est le communautarisme qui gagnera. Elle ne regagnera du terrain, vous savez très bien, qu'en rendant immuable, en inscrivant dans le marbre la loi de 1960. Je suis d'accord. Très bien. Mehdi, merci d'avoir été avec nous. C'était la battle de la semaine. À la suite d'une erreur médicale, Charlène Calfaillant doit vivre au quotidien avec une poche intestinale. Pierre Licia, notre reporter, l'a rencontré. Magnéto, Serge.
Elle s'appelle Charlène, alias Kangourou Girl. Il y a quelques jours, elle a lancé un challenge sur les réseaux sociaux. Je suis à La Ciotat pour aller la rencontrer. Bonjour. Bonjour Charlène, ça va? Ça va, merci. Charlène, tu te fais appeler Kangourou Girl et tu as lancé un challenge sur les réseaux sociaux, c'est Love My Bag. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient tout ça? Je vis avec une stomie, une poche sur le ventre qui recueille mes selles depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà, Kangourou Girl pour ça, parce que j'ai une poche comme un kangourou. Et puis j'ai décidé de lancer ce challenge Love My Bag parce qu'il y a trop de personnes dans la honte, dans la peur de se montrer avec cette poche, comme moi j'ai pu le vivre. Le concept, c'est de faire une photo comme moi avec ma poche, pour ne plus avoir peur, pour se sentir beau malgré notre différence. Un mois après la création de Kangourou Girl, j'ai créé des housses personnalisables, autant pour les hommes, pour les femmes que pour les enfants. C'est un accessoire de mode, c'est comme si tu mettais un collier, un bracelet ou une écharpe, un foulard. Ça change la vie parce qu'on se sent beau et différent. Ta poche, du coup, t'as choisi quelle housse aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi les fleurs. T'as un pied à perfusion? C'est ça, j'ai une perfusion 15h/24 pour m'hydrater et m'alimenter correctement parce qu'en fait, tout ce que je mange, je l'absorbe pas. Moi, à 13 ans, j'ai été diagnostiquée d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Et en fait, à mes 18 ans, je me suis fait opérer et le chirurgien a coupé la mauvaise artère. Et aujourd'hui, sur les 8 mètres que tu as toi, moi, il me reste 30 cm. Quand à 19 ans, on se réveille et qu'on a une poche sur le ventre, des cicatrices d'en dessous la poitrine jusqu'au nombril, je me sentais détruite. En tant que femme, en tant que fille, en tant que... Non, c'était... Tout était cassé, quoi. T'as souffert du regard des autres? Ouais, énormément. J'ai eu vraiment des commentaires méchants, des regards de dégoût, Ouais, vraiment pas cool. J'en ai fait mon combat sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis Kangourou Girl, mais je suis avant tout Charlène et une femme de 25 ans avec des rêves, des envies, des projets, et pas une fille qui a une poche. Pour continuer à en parler, j'accueille Kangourou Girl, Charlène Calfaillant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir aussi bien. Pierre, c'est à vous. Tu as eu droit à une standing ovation ce soir. Tu es une jeune femme totalement admirable. Je crois qu'on le voit tous ce soir. Tu as beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Tu es aussi très jolie. Belle. Il te faut... Belle. Très belle. Il te faut tu as une grande force de caractère, une grande capacité de résilience aussi pour accepter tout ça. Justement, est-ce que c'est difficile, quand on est une jeune fille comme toi, d'accepter son handicap? Oui, ça a été extrêmement difficile. Je me suis réveillée d'un coma de 10 jours avec des cicatrices sur le ventre et des poches, parce qu'au début, j'en avais plusieurs. Ça a été très compliqué, en fait, pour moi de me voir en tant que femme. Je me trouvais plus jolie, j'avais plus confiance en moi. Tu voyais d'abord ton handicap avant de voir... Oui, c'est ça. Je voyais les cicatrices, la poche, et je me voyais détruite. Et justement, cette poche, c'est beaucoup de contraintes au quotidien. Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'on peut mener une vie sociale comme n'importe quelle autre jeune fille de ton âge avec ce handicap-là? Alors, c'est beaucoup d'organisation autour de mes perfusions, mais aussi avec la poche. La poche, je la vidange 50 fois par jour. Donc, tout ce que je mange, tout ce que je bois, je ne l'absorbe pas. Ça va directement, ça ressort dans la poche, donc je la vidange énormément de fois par jour. C'est une contrainte. Même pour les perfusions, pour mes déplacements, c'est 15h/24, donc c'est assez long. Qu'on comprenne bien, le quotidien de Charlène avec ce handicap, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu... Alors non, je ne peux pas travailler parce que 15h/24, ça me laisse peu de temps libre. Mais je me suis entièrement consacrée sur les réseaux sociaux à créer Kangourou Girl.
Et ça me prend du temps, de l'énergie, mais c'est avant tout un bonheur pour moi de partager mon histoire sur les réseaux. En fait, on ne se rend pas compte, mais en France, il n'y a que 80 000 personnes stomisées. C'est énorme. On est quasiment une bonne partie dans l'ombre parce qu'on a peur, on a honte, on a peur du regard des autres. J'en ai souffert pendant très très longtemps. À la fin de l'année, ça fera 7 ans que j'ai eu cet accident. Et je dirais qu'il m'a bien fallu 6 ans pour voilà, relever la tête et continuer à vivre et à avancer. Tu as évoqué justement que c'était une erreur chirurgicale qui t'avait mise dans cette situation-là. Est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser, là on te voit souriante, bienveillante avec tout le monde, qui va croquer la vie. Est-ce que tu ressens quelque chose contre ce chirurgien? Est-ce que tu lui en veux? Oui, je lui en ai longtemps voulu à ce chirurgien parce que d'une certaine manière, il a gâché ma vie. Mais aujourd'hui, je suis en paix. J'ai décidé d'être en paix parce que ça m'apportait rien de bon de ressasser cette haine et ce mal-être. Quels sont tes projets pour l'avenir? Comment tu vois ton avenir? J'ai plusieurs projets. Déjà, 1 mois après ma création de ma page, il y a un couple qui m'a contacté pour faire des housses personnalisées. Donc, ça consiste à habiller la poche avec une housse. On peut la faire comme on le souhaite. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que ça change la vie des gens. Se montrer avec une poche qui est plus fun. Voilà, comme je disais dans le reportage, en faire un accessoire, en faire quelque chose de beau et de fun pour dédramatiser cette poche qui, à la base, est médicale. Et là, ce soir, tu as une poche customisée? Ouais, ce soir, j'en ai fait une exprès pour l'occasion. J'ai écrit C8 dessus. Voilà. Si on veut aider Charlène et si on veut acheter des poches personnalisables, notamment pour ces 80 000 personnes-là, on peut, je pense, inscrire l'adresse Magie de la télévision des pages en bas de l'écran. Voilà, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, sur Facebook et Instagram, Kangourou Shop. Et on est tous les 3 donc, à gérer ce projet. Il y a la couturière, son mari qui gère toute la logistique, et moi qui teste les poches et qui qui me montre avec ses poches pour montrer aux gens qu'on est peut-être différents, mais qu'on est avant tout beau, unique et... Très beau. Voilà. Monia. Charlène, je suis épatée par votre courage, parce que vous parlez d'une maladie qui est taboue, surtout quand on est une fille, parce qu'on parle d'une maladie qui concerne le côlon, qui concerne les intestins. Et quand on est une fille, on est censé ne pas parler caca, parce que les filles ne font pas caca. Je vous dis ça parce qu'en fait, moi-même, je suis atteinte d'une maladie auto-immune. J'ai la maladie de Crohn, qui, ça fait 7 ans, je souffre avec, parce que c'est une maladie, je vis seule, que dans la honte, parce que c'est une maladie qui... qui est peu connue. Peu connue, parce qu'au niveau des douleurs, quand on a des douleurs, c'est une maladie où on se donne des coups de poing dans le ventre parce que ça ressemble à une maladie, à une grossesse extra-utérine. Dans mon quotidien, j'ai vécu cette maladie comme une honte et surtout, ça m'a toujours porté préjudice parce que par pudeur, on préfère faire croire en tout cas qu'on a une gastro parce que ça passe mieux. Je l'ai dit au début. Voilà. Au début, moi, j'avais la RCH, donc c'est la maladie cousine de la maladie de Crohn. Hein. J'en ai souffert pendant de mes 13 ans jusqu'à mes 18, jusqu'à ce qu'on me propose la chirurgie. Puis la chirurgie devait me guérir à la base. Au début, je disais exactement la même chose. On dit toujours qu'on a la gastro parce qu'on est des filles, mais je sais que moi, par exemple, je sais que comment ma maladie va évoluer. Je sais que j'aurai une stomie. Je sais que je risque une ablation des intestins et de vivre avec une poche. Et je trouve que votre cours, ça me fait du bien de voir ça. Très bien. Merci. Charlène, merci. Merci d'avoir été avec nous. Eric Ciotti, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub avec le zapping des terriens et le pied noir qui voit la vie en rose, Enrico Macias. A tout de suite. Rebonsoir, les terriens du dimanche, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires, Natacha Polony. Raquel Garrido. Attention, attention, attention. Du bleu sur les paupières.
Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on danse pas. Non, on est là pour faire un coup. On est là pour faire des coups. Et pour reboire un coup et pas payer nos verres. Pour boire un coup et j'irai même à mon coup. Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. François-Olivier Gisbert. Gilles-William Goldnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, Jamais content. Et Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Première vidéo, direction la Chine. 에이 새벽에 훨씬 보게 너무 낮춰 벗어나는 못봐 비로소 맘에 애로와봐 우유에 제티를 봉다 털어놓고 반한 섞은 채로 고장 달려가 내 시동 꺼꺼꺼꺼 이런 게 바로 버치는 밥이지 인정화 인정동이 어어보가 Faire le tour de sa cuisse en la tenant dans ses deux mains. Natacha. Ce genre de défi idiot contribue à faire que des tas de filles se sentent mal dans leur peau. Ouais. Simplement, il n'y a pas que les défis sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'ensemble des images retouchées qui, petit à petit, donnent l'impression que les corps humains doivent être parfaits. Et le règne de l'image et du corps parfait ou du corps performant, c'est une folie qui est très dangereuse. Le problème, c'est que ce dysmorphisme que créent les réseaux sociaux, les filles veulent avoir un visage selfie. C'est-à-dire que maintenant, on veut rapprocher les yeux, parce qu'on va faire un visage filtré avec un nez différent. On se retrouve finalement avec, oui, on se retrouve finalement avec ces portables, avec une évolution très particulière de nos corps. Mais après, pour rebondir sur Ciotti, une personne qui rentre dans un burkini taille 34, il faut se demander si elle est fichée S ou fichée XS. Ah, bravo. Direction les États-Unis, Serge. Et voilà. C'est ce qu'on appelle niquer une vitrine. Ouais. Est-ce que c'est défendable au tribunal, Gilles William, ça? Ça se plaide. Ça se plaide. Ah, ouais, je sens bien le dossier. Quand il était petit, il n'avait pas eu de peluche. Exactement. Ah, ça se plaide. Oui, oui. Il a fait de mal à personne en vrai. Ouais. Pas, Et alors, s'il rembourse la vitrine. Attends, s'il rembourse la vitrine, pas de mal. Mais surtout, est-ce que Carglass répare et est-ce que Carglass Carglass remplace. Ah oui. Direction le Japon, Serge. Alors ça, Raquel, c'est pour vous. Ça vous inquiète, non? Les toutes petites pizzas. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on parle de sujets qui touchent tout le monde. Voilà, moi, j'ai 3 enfants. Et mon sujet, c'est d'essayer de faire des repas qui vont durer peut-être 2 jours, voire 2 jours et demi,
pour 5 personnes. Et là, vous me faites chier avec des trucs qui durent un quart de seconde. Mais à quoi ça sert, en fait? Non, mais ça, si tu veux que tes mains fassent le tour de ta cuisse et toucher ton nombril comme ça, il faut que tu manges. Et mes gosses, je fais comment? Mes gosses, je veux pas. Ça, quand même, ça existe depuis toujours. Depuis ce qu'on appelle les 2014. petits fours. Et le vrai problème avec ça, on sait très bien qu'on en mange énormément. Et c'est la meilleure façon de grossir. Non, pas du tout. Non, il faut quand même rappeler que c'est un art au Japon, qui est né au Japon. L'idée, c'était de recréer des plats japonais traditionnels avec des petites cuisines comme ça. L'idée, c'est de vous créer un orgasme cérébral. Si vous voulez regarder une vidéo de Tiny Cuisine, il y a du silence et on entend les pommes être coupées, on entend le couteau, on entend tout ça parce que c'est vous m'amusez avec de découvrir la Lune, des trucs qui existent depuis toujours. Oh, c'est génial, c'est japonais. Franchement. Attends, non, mais sauf. Non, pas Direction du tout. l'Australie, Serge. Chaud, c'est honteux. N'importe quoi. Baby, baby, no, you like to toe the line. If you're fed up, I can come and occupy. Let's go crazy, let's get into trouble tonight. Oh, you can't deny it. You know you're such a good boy. Et c'est cool, hein? C'est un alpaga. Je connais, bah oui, c'est ton pays, ça. Lama, ça fait des laines très chaudes. Mais dis-moi, Raquel, dis-moi, dans un intérieur, ça pue? La semaine Tu vas me prochaine, prêter ton lama? je viens avec mon poncho en alpaga. Ah oui, d'accord. Anecdote. Parmi les 3 espèces, alpaca, lama, guanaco. Plus de métro. Guanaco, donc les 3 crachent, tu sais, de la. Oui, ils crachent. Quand ils sont pas contents, ils C'est crachent. Tintin, quand lama pas content, lama craché. Exact. Alors, Et l'Allemand au est Chili- acariâtre, donc Au il crache Chili, beaucoup, hein. pendant la dictature militaire, donc tu avais les lances eau là, contre les répressions. Là. Et Les lanceurs au d'eau. Chili, ça Une lance à s'appelle incendie. guanaco. Voilà. Tout ça pour ça? C'est culturel, c'est historique, c'est intéressant. Merci, Raquel. Et voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, j'accueille Enrico Macias. Ça s'est bien passé, l'escalier, hein? Ah oui, je l'ai bien descendu. Ah, très bien, tu l'as très bien descendu. Je crois que Enrico a un crush for you, hein, pour vous. Ouais, je pense qu'il y a un petit, il y a un petit quelque chose là, j'ai l'impression. Non, mais je l'adore. Ouais. À tout point de vue. À tout point de vue. Ah ouais. Bien, alors Enrico, vous avez un slogan, parce qu'ici, tous les invités ont un slogan. Votre slogan, c'est « Le pied noir qui voit la vie en rose ». Ça va? Et vous avez un sampleur, parce qu'ici, tous les invités ont un sampleur. Bob Azam. Et voilà. Bien, alors. Enrico, vous sortez un disque qui s'appelle Enrico Macias et Orchestra, votre donc, nouvel album, et vous reprenez vos grands succès, mais dans un style franchement beaucoup plus authentique. Oui, c'est-à-dire que c'est mon fils qui a eu l'idée de réorchestrer les chansons de mes débuts, parce que les nouvelles générations viennent de plus en plus dans mes spectacles, et ils ne connaissaient pas mes chansons, et maintenant ils les connaîtront un peu mieux. Voilà, Jean-Claude. Moi-même, je les redécouvre aussi. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Les gens du Nord ont les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison.
J'ai quitté mon soleil. C'est beau. J'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs. Bon, j'arrête, j'ai chialé. C'est pas le moment. C'est pas le moment. En duo avec Kenji Girac, donc, qu'on retrouve sur votre nouvel album. Ah, vraiment. Je me suis régalé de chanter avec Kenji. Ouais. Alors justement, lui, il a fait le pont entre ma génération et les nouvelles générations. Et quand je lui ai dit, mais si tu devais chanter une chanson avec moi, laquelle tu choisirais? Il m'a dit, Adieu mon pays. Ah oui. Et j'étais surpris, énorme. parce que je crus que cette chanson, elle n'appartenait qu'à moi. Ouais. Et lui, il se l'est approprié, mais d'une façon fantastique, vraiment. Bon, écoutez, on va voir votre portrait par Stéphane Blakowski et après on continue. Magnéto, Serge. 1938, Gaston Grenacia naît à Constantine en Algérie. Son père est violoniste, Gaston apprend la guitare et intègre à 15 ans l'orchestre de Cheikh Raymond, le maître de la musique judéo-arabe. À 18 ans, il devient instituteur mais continue la musique. En 61, Cheikh Raymond est assassiné par le FLN, Gaston et sa famille quittent l'Algérie. 1962, Gaston devient célèbre en passant dans une émission de télé consacrée aux pieds noirs. Constantine. Dès 63, il chante son premier tube. En 67, avec les gens du Nord, il prouve qu'il ne chante pas seulement pour les pieds noirs. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Son succès devient international avec des concerts aux USA et au Japon. Il y a 400 millions de Chinois ou 700 millions, on les voit jamais. Il y a 1 million de pieds noirs, on les voit dans le monde entier, partout. Seuls les pays arabes refusent de l'accueillir car il soutient Israël. En 79, Enrico est invité à chanter en Égypte par le président Sadat qui vient de signer la paix avec Israël. 1980, l'ONU décerne à Enrico le titre de chanteur de la paix. En 80, il soutient Mitterrand et chante le mendiant de l'amour. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. En 85, il décroche la Légion d'honneur. Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Et chante l'hymne officiel des Bleus pour la Coupe du Monde. À la fin des années 90, Enrico est nommé messager de la paix par les Nations Unies. Il rêve alors de revenir chanter en Algérie, mais malgré le soutien de Bouteflika, il n'obtient pas l'autorisation. 2007, Enrico fête la victoire de Sarkozy, place de la Concorde. Toi Sarko, je suis bien dans tes bras. Mais en 2008, le voilà ruiné par la crise financière. Il a hypothéqué sa villa de Saint-Tropez auprès d'une banque islandaise qui a fait faillite. Résultat, les créanciers lui réclament 35 millions et veulent saisir sa propriété. Enrico porte l'affaire devant la justice et après des années de procédure, l'affaire devrait être rejugée en appel cette année. 2019. Accompagné par des musiciens algériens, Enrico vient de fêter ses 80 ans à l'Olympia. Il a aussi chanté à Casablanca malgré les manifestants hostiles à sa présence. Bref, il ne lâche rien. Et c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Et voilà. Le 14 février dernier, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Casablanca pour protester contre votre concert, puisqu'ils vous accusaient de soutenir la politique d'Israël. Vous avez tout de même chanté, et ce concert a été un gros succès, Enrico. Oui, parce qu'il y avait à peu près une centaine de personnes qui manifestaient à cause de ma venue au Maroc, à Casablanca. Moi, je suis content d'avoir remporté cette victoire parce qu'ils étaient 100 et moi, dans ma salle, ils étaient 2000. Ouais. Alors donc, leur boycott n'a pas marché, quoi. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi cette haine. Parce que moi, j'aime Israël, c'est mon peuple. C'est mon peuple, Israël, c'est mon peuple. Ouais. Après la Shoah, c'est normal qu'on ait un pays. Mais j'ai rien fait, moi, de mal. J'ai jamais soutenu la guerre. Vous croyez que ça me fait plaisir de voir une mère palestinienne perdre son enfant ou une mère israélienne perdre aussi le sien? Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, tout ça. En revanche, Enrico, vous n'êtes jamais retourné chanter en Algérie, le pays qui vous a vu naître. Et on l'a entendu dans votre chanson « Adieu mon pays », vous écrivez « J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu ». Revenir chanter en Algérie, c'était votre rêve?
Ça a toujours été mon rêve. C'est-à-dire que en l'an 2000, lorsque le président Bouteflika m'a invité, j'ai cru que ma cicatrice d'avoir quitté l'Algérie allait se refermer. Et aujourd'hui, quand vous voyez le peuple algérien se lever, justement, quel est votre sentiment? Moi, j'ai un sentiment d'admiration devant la jeunesse algérienne. De voir comment cette jeunesse s'est réveillée, n'accepte plus un système qui les ronge. Et justement, ils se sont réveillés dans la non-violence. Et c'est ça qui m'a plu. Monia. Alors, Enrico, je vais vous faire une déclaration d'amour. Vous êtes ce symbole de la chanson française. Vous êtes ce chanteur de l'exil. En arabe, on appelle ça le rorba. C'est vraiment une façon de chanter. Vous êtes aussi le symbole de cette culture pied noir que j'aime et que j'admire encore. Et je voulais vous proposer une interview pied noir. Ça vous dit? Alors, pourquoi les pieds noirs les appelle-t-on ainsi? Réponse 1. À l'époque, la marque Louboutin fabriquait des chaussures aux semelles noires et tout le monde en portait en Algérie, c'était super fashion. Réponse 2. La plupart d'entre eux étaient des producteurs de vin qui foulaient le raisin avec leurs pieds nus. Réponse 3. Les premiers arrivés en Afrique du Nord étaient des militaires aux bottines noires. Réponse 3. Bravo. 3, ah, mais il y a réponse 2 et réponse 3. En fait, ce sont les deux théories. Ça, c'est vrai. Il existe une blague qui circule sur vous et les femmes. C'est l'histoire de Enrico Macias qui est dans un avion. Il drague l'hôtesse de l'air et il demande à l'hôtesse de l'air s'il peut avoir un rendez-vous. Et l'hôtesse de l'air lui répond en anglais « never ». Et lui fait « ah, d'accord, disons never, never et demi ». Mais d'ailleurs, ma question était, quand est-ce qu'on vous a traité de pied noir pour la première fois de votre vie? Vous ne saviez pas, vous étiez pied noir quand vous étiez en Algérie? Non, c'est en France, quand je suis arrivé à Paris. Quand on a vécu ce qu'on a vécu en Algérie et qu'on a été obligé de quitter l'Algérie, on croyait qu'on allait être reçu en héros. Voilà. Et ça a été tout le contraire. Alors, continuons le jeu. Parmi ces chansons, laquelle est vraiment de Chir Raymond, qui est votre papa de la chanson, qui est celui qui vous a donné votre chance artistique? Alors, je vais donner ces titres de chansons. Alors, la première est « Mais je suis venu te dire que je m'en vais ». La deuxième « Don't break I love my heart ». La troisième « Ashiatoun ». Mais Ashiatoun. Ah. Ouais. Quel bonheur. Et les filles de mon pays, ça donne quoi? Ah non, non, moi je voudrais les premières notes de J'ai quitté mon pays. Alors, j'ai besoin de la guitare. La guitare. Ah, oui. Et c'est le grand moment. Merci Méline. Et voilà. Alors on y est là. Je m'en fous, je pleure, c'est pas grave. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Alors Enrico, l'une de vos chansons s'appelle « La France de mon enfance ». La France d'aujourd'hui, vous la trouvez comment? La France est à l'image de ce qu'est le monde en général. C'est pas seulement à cause de la France, c'est à cause des systèmes qui changent un petit peu la vie des gens. Je veux parler des systèmes économiques en premier. C'est tellement d'inégalités que les gens qui sont démunis deviennent jaloux des autres. Plus de justice sociale. Oui, plus de justice sociale, et puis aussi pour les gens qui travaillent dur, qu'ils aient une retraite un peu plus décente.
à la hauteur de leur sueur. Alors, en parlant de retraite, vous avez perdu une bataille judiciaire, vous aviez emprunté 35 millions d'euros à une banque qui a fait faillite, on vous a demandé de rembourser, vous avez crié à l'escroquerie, finalement vous allez devoir payer. Non, c'est faux parce qu'on ne m'a jamais prêté, j'ai jamais demandé 35 millions d'euros. On m'a obligé de les prendre. Moi et 108 victimes en France, peut-être même plus, on nous a fait un montage pour nous prendre nos maisons. Parce qu'on ne pouvait plus rembourser les intérêts. Et évidemment, ils se sont arrangés pour ça. Ouais. Je sais que je vais sortir vainqueur de cette histoire. Ouais. Parce que j'ai perdu en première instance. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un procès. Je ne sais pas si la banque va comprendre mon problème. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que l'amour des gens et la musique... C'est ça. C'est ça ma richesse. Bah, bien entendu. Voilà. Enrico Macias, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre nouvel album, Enrico Macias et à l'orchestra, est disponible et que vous serez à l'Olympia les 18 et 19 juin prochains. Et nous y serons sans problème. Toute la bande. On se retrouve après la pub avec l'Eteria de Tanguy Pastureau et le winner de l'actu. A tout de suite. Bonsoir, l'Eteria du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Franz Olivier Gisler, Gilles William Goldnadel et Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Comment ça va? Ça va et vous? Super. Bah ouais. On a vécu un grand moment avec... beaucoup d'émotions. Ah oui, beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup de larmes, beaucoup d'amour. Et moi, quand je vois des gens pleurer, j'ai envie de pleurer aussi. Eh ben voilà, pleurer, c'est pas grave. J'étais en coulisses à chialer tout seul comme un con. Et maintenant, on passe à Pastureau. Ah, la vie, c'est formidable. Il faut en profiter à fond. Carpe diem. Il faut kiffer, comme disent les jeunes. Ces êtres purulents qui, quand on appuie dessus, se mettent à gicler du pu et qui constituent notre public. Parce qu'après la vie, il y a la mort. Et c'est moins sympa. Soit vous êtes athée et savez qu'une fois refroidi, vous serez dévoré par les vers, telle une salade bio d'Émeric Caron. Soit vous êtes croyant et pensez qu'on se retrouve là-haut avec les autres morts. Elvis, Amy Winehouse, le Parti Socialiste, le bouton du haut de la chemise de BHL, le charisme de Bruno Le Maire et Michael Jackson qui patiente en se disant « Bon, ils arrivent quand, les Kids United ?» Alors moi, je ne souhaite la mort de personne, même pas de l'inventeur du Pentacourt. Même le type qui a lancé Énergie 12, je me dis, il avait ses raisons de haïr l'humanité. Et je ne veux qu'aucun de nous ne meure, surtout pas Pierre Licia, l'un des rares jeunes de droite à ne pas porter son pull sur ses épaules. Il faut dire qu'il est corse, donc il ne porte pas de pull, mais un gilet pare-balles. Alors Pierre est beau, élégant, grand. Il fait une tête de plus que vous, Thierry, ce qui fait que quand vous voulez lui faire la bise, vous vous retrouvez à lui suçoter le téton gauche. Ce qui ne se fait pas, même en télé où les mœurs sont dissolues et les MST courantes. D'ailleurs là, eh bien, ça me gratte. Et cette semaine, Stéphane Simon, coproducteur de cette émission, que nous vénérons d'autant plus qu'il nous rémunère, révélait que Pierre était menacé de mort. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, il a refusé de serrer la main de Rachid Nekaz, un Algérien qui est businessman et homme politique. Parce que là-bas, c'est comme chez nous, ça va ensemble. Refuser de serrer la main de quelqu'un, ce n'est pas un drame. Enfin, vous-même, Thierry, refusez de serrer la mienne sous prétexte que vous préférez, dites-vous, caresser mes petites fesses. Non, mais...
Ça ne vaut pas des menaces de mort. D'autant que sans Pierre, à porter la moustache, il ne resterait plus que Noël Mamère, José Bové et Yann Arthus Bertrand. Que des écolos cradingues qui l'ont en friche. Il la brosse une fois par semaine pour retirer les grains de boulgour équitables qui ont séché dedans. Pierre doit vivre. Et à tous les fans de Rachid Nekaz qu'il menace planqués derrière leur ordi, j'ai 3 choses à dire. 1, nous sommes solidaires de Pierre. 2, Pierre est corse, donc s'il appelle ses potes, c'est vous qui êtes mal. 3, si vous continuez, on vient devant chez vous, on installe Raquel, on passe du Sardou et on la laisse pendant 4h30 faire ça. Mais là-bas, elle nous pouvoir, on doit nous rendre ça. On est là pour voir un coup. On est là. Stop. Ici, elle fait ça 30 secondes maxi, parce qu'à partir de la 31e seconde, c'est considéré comme moyen de torture psychologique par la Convention de Genève. Alors, Rachid Nekaz, c'est un drôle de loulou, il n'a pas tous les fils connectés. Sa tête, c'est un compteur Linky qui bug. Parce qu'il prétend qu'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, est mort. Alors que l'autre a une actualité folle. Mais on a plus parlé de lui depuis un mois que du retour du beau temps chez les nudistes. Il a voulu se présenter à un 5e mandat. On le voit lors de sa déclaration de candidature. Bon, les Algériens ont manifesté à Paris, mais aussi dans d'autres villes arabes comme Alger ou Oran. Du coup, il a renoncé. On le voit lors de sa déclaration d'abandon. Alors ensuite, on le voit, eh bien, il a dîné. Après quoi, eh bien, voilà, il a fait un tennis. Et enfin, bon, il était un peu fatigué, donc il a dormi. Voilà. Alors, les photos ont été transmises par l'entourage de Bouteflika qui décrit un homme en forme, un battant, le Rocky Balboa du bled, l'œil du Fennec empaillé. Alors il ne se présentera donc pas à la présidentielle, mais il repousse la date du vote, ce qui fait qu'il reste pour quelqu'un qu'on nous présente comme un légume, à tel point que maintenant les infos sur Bouteflika sont données par Laurent Mariotte dans Petit Plat en équilibre, mais il est loin d'être con. Si c'est ça être mort, ça vaut le coup. Si ça se trouve au paradis, Mike Brandt a eu un bac +7. Un PPDA à sa mort deviendra peut-être enfin académicien, afin d'être aussi en forme que ceux qui y sont actuellement de leur vivant. Alors Emmanuel Macron, notre lampe de poche dans la pénombre. C'est la même chose que phare dans la nuit, mais quand on n'a encore rien branlé. A salué la décision de Bouteflika d'arnaquer son peuple en restant à vie, ce qui devrait donc durer 7 minutes. Alors Bouteflika lui a répondu, comme on le voit, eh bien, il a fait... puis Jeff Panaclock, qui le manipule contre rémunération sur son temps libre, même si au départ il a rechigné à mettre la main dedans, la faute à une éducation un peu stricte, l'a remis au frigo à côté des Croustibat. Alors Macron, mais Macron, je parlais de lui, mais je pourrais parler des heures de lui tant il est beau et sexy. C'est le Pierre Licia du pauvre, mais sans le courage politique. Qu'a-t-il fait ? Eh bien, cette semaine, il a accompagné Christophe Castaner à Marseille, où des enfants ont terminé de piétiner les valeurs de notre pays en assassinant la Marseillaise. Stop, c'est une horreur. Alors, je tiens à dire que j'échange une seule minute de Marseillaise par ses marcassins sans poils contre 4 jours de Raquel Garrido sur Sardou. Alors Castaner, qui a écrit probablement une des plus belles versions de la Marseillaise. Alors non, je comprends que c'est politique. On peut pas dire aux parents, les loulous, il y a 9-10 ans, après l'hippopotamus, une fois revenu à la maison, vous auriez dû mettre une capote. Mais de là à dire que c'est beau, non, c'est atroce. Comme tout ce que font les enfants, les colliers de nouilles, les genoux qui saignent, les petits stégosaures. Abdel Bouteflika lui-même, quand des enfants lui tournent autour, se met à hurler, comme on le voit sur cette image, « Barrez-vous, petit morveux, sinon je vous préviens, je bats d'un cil. »
Puis Macron est parti à Djibouti, dont la capitale est Djibouti. Les pères fondateurs de la nation avaient très peu d'imagination. La plupart ont aussi baptisé leur chien Djibouti. Alors Macron a rencontré le président de Djibouti, qui étrangement ne s'appelle pas Djibouti comme tout le monde, mais Ismaël. Du coup, ça casse l'aspect thématique du pays. Alors Ismaël, qui est détenteur du record du pantalon le plus large du monde. Un coup de vent et il s'envole sur la côte basque. Le président de Djibouti est répertorié en tant que kitesurf. Alors Macron, bien sûr, a parlé à côté d'un grand vase contenant les poils pubiens de Brigitte Lahaie dans Sarabande porno en 77. Mais une manière de rappeler notre réputation à nous Français de dieu du sexe. C'était bien entendu avant qu'apparaisse Netflix. Enfin, Macron est parti à la rencontre de la population locale, dont une dame à sa gauche ayant un champ de vision très réduit, puisqu'elle porte ses bijoux de famille sur le front, comme chez nous les messieurs très souples, ou en Inde les fakirs salas. Alors, avantage voulu montrer Macron, même s'il vaut pas un clou, elle, ce qu'elle voit, c'est une perle. Allez, maintenant, ils aiment Macron comme Abdelaziz Bouteflika aime le triathlon qu'il pratique selon son équipe à un rythme raisonnable, un peu plus de 3 fois par semaine. Ce sont les macronphiles. Avec Annick Girardin, ministre des Outre-mer, qui est allée à Wallis et Futuna, délicieux archipel bientôt englouti par la montée des eaux. C'est pourquoi Mobalpa, il fait moins 50% sur l'ensemble des canapés en cuir. Alors là-bas, tout est aussi féerique qu'une journée sans déclaration de Marlène Schiappa. On est habillé de fleurs, comme l'était Abdelaziz Bouteflika avant-hier lors de ses funérailles, alors que ses proches confirmaient sa participation à Danse avec les stars 2020. Alors, au plus fort de la journée, la ministre avait 27 kilos de fleurs autour du cou. Elle a été franchisée par Interflora, qui la compte en tant que point de vente. Sur leur liste de magasins est écrit Nice, Nancy, Brest, Annick Girardin. À l'Assemblée territoriale, alors, rebelote. C'était la fête de la tige dressée et du pistil conquérant. En cas d'attaque de frelons asiatiques, tout le monde meurt et il faut revoter. Enfin, les îles, c'est le renouveau permanent de la vie démocratique. Alors Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, lui, a patrouillé avec la BAC de Marseille. Il était filmé à l'arrière par Bernard de la Villardière et l'équipe d'enquête exclusive qui lui a dit « Monsieur Castaner, ensuite on va voir des prostituées unijambistes sous crack pour qu'elles nous parlent de l'islam radical. » Mais déception, zéro interpellation. Les chefs de gang terrifiés étaient terrés chez eux. Parce que Castaner, c'est Chuck Norris sous EPO. Il tape et après il discute. Regardez les gilets jaunes. Certains ont perdu des mains, d'autres des yeux. Enfin, Castaner, c'est du Audiard. Mais je vais leur montrer qui c'est cri-cri. Aux 4 coins de Paris, on va les retrouver éparpillés par petits bouts, façon puzzle. Puis il a visité les locaux de la BAC et il est tombé sur un tableau un peu particulier. Alors stop, on va faire un arrêt sur image. C'est celui du prix des drogues. Alors nous ici, nous le connaissons bien entendu, mais pensons aux téléspectateurs. Cet être candide qui après quoi 16 qui repêche est déjà pompette. Alors il est écrit coke 350 € la boule de 5 grammes, voilà. Et la moula, c'est-à-dire le shit. Alors il y a plusieurs variétés, jaune fameux. Il y a Hollande. Alors, il s'agit de la barrette, pas de l'ancien président, puisqu'il n'y a pas de papier assez large pour le rouler. En plus, lui, Julie Gaillet l'a eu gratuit. Il n'y a pas de raison que nous, on paye. Alors, il y a aussi, parce que les mecs ont tout filmé, c'est n'importe quoi, le nom de la balance du quartier. Alors, j'ai flouté afin que personne ne s'en prenne à ce Jérôme Sanchez qui n'a rien demandé. Il vit tranquillement dans l'immeuble Les Érables de la cité Pablo Neruda. Pablo Neruda. Mec, il filme tout comme ça. Alors Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, a lui visité une bergerie. Il a pris en photo une chèvre barbue, sans doute radicalisée, la réincarnation du Mollah Omar. On ne sait pas, il est décédé en 2013. C'est pour ça qu'il ne faut pas mourir, Pierre, parce qu'on se retrouve avec des gens comme ça. Alors Didier Guillaume est l'homme qui a le blouson aux poches les plus hautes existences, qui lui permet de se titiller les tétons discrètement, d'où ce sourire béat qu'il affiche en toutes circonstances. Puis il a fait un meeting à côté d'une plante qui lui a grimpé dessus. On a réalisé trop tard qu'il s'agissait d'Annick Girardin, qui, dans un dernier souffle, a murmuré, je cite, « Aidez-moi à me dégager, ces crétins m'ont recouvert de lierre, ça va trop loin. »
Alors Alain Juppé, lui, a dit adieu à sa ville de Bordeaux. Alors, devant lui, il ne s'agit pas de sa pilosité, mais d'un pupitre en ayant la forme. Hein. Parce que Juppé est très pudique, il faut le savoir. Et alors, Juppé à Bordeaux, mais c'est l'équivalent de Bruel en 91. Des groupies, une foule qui hurle son nom. Ah mais c'était la folie, hein. Les serre-têtes ont volé, une femme a soulevé son polo Cyrillus en criant « Alain, ces bébés, ils sont pour toi !» Puis Juppé a intégré le Conseil constitutionnel. Alors c'est l'EHPAD hein, pour les politiques. Pour le faire entrer lui, il a fallu faire sortir Lionel Jospin avec du sel, hein, comme pour les bulots, parce qu'il était planqué là-dedans depuis 4 ans. Hein. Quitter une ville. Avec tu sais. Quitter une ville où on est tant aimé pour un mouroir pour politique, mais toute sa vie, Juppé aurait été du côté de l'ennui. Ah, c'est pas un homme, c'est un film d'auteur danois. Allez, maintenant, il déteste Macron comme Nicole Belloubet déteste qu'on l'arrête pour un selfie dans la rue. Heureusement, ça n'arrive jamais. Ce sont les macronphobes. Avec Jean-Luc Mélenchon qui a visité le musée des Beaux-Arts de Marseille. Alors il a admiré une œuvre sur laquelle il y avait selon lui 1 million de participants, 4 000 seulement selon le musée des Beaux-Arts de Marseille. Alors tristesse, Alexis Corbière, qui n'en peut plus d'entendre Raquel chanter du Michel Sardou, passe désormais ses soirées hors de la maison. Il fait des soirées Gaulle avec Obélix. C'est un homme à la dérive. Marine Le Pen du RN vit désormais avec des enfants. Alors mauvais calcul, puisque quand ils auront l'âge de voter, elle aura celui d'entrer au Conseil constitutionnel. On sortira alors Juppé sur un transpalette et il redeviendra maire de Bordeaux, élection qui sera gérée par l'équipe actuelle d'Abdelaziz Bouteflika. Puis Marine a trouvé encore plus jeune un bébé. Et une amie sage-femme m'a dit qu'hier, elle attendait même les nourrissons à la sortie de l'utérus. Alors Gilbert Collard, également RN, a déposé des fleurs. Surprise lorsque la composition florale s'est mise à crier, je cite, « Mais enfin, lâchez-moi, je suis Annick Girardin. Hein, il faut arrêter ce délire avec les fleurs. » Bravo. François Hollande, il était en visite aux États-Unis, alors il a le même nombre de fans qu'ici, hein, c'est-à-dire moins 12. Il a été contraint de poser devant une plaque représentant une figure humaine. Hein, c'est là qu'on réalise que la plaque eh bien, a beaucoup de présence. Éric Ciotti à Nice a fait la foire de Nice, le stand des jardins. Et il a lu des brochures, tandis que derrière lui, Annick Girardin, dont on reconnaît les feuilles, admirait son fessier. Enfin, Laurent Wauquiez a visité un local à Grenoble qui a brûlé lors des récentes émeutes. Hein. Alors, il était en costard au milieu des ruines. C'est le BHL de l'Hexagone. Hein, ils se sont partagés le monde. BHL fait Alep, la Libye, Bagdad, les concerts de Céline Dion à Las Vegas. Wauquiez fait Grenoble, plus un kebab brûlé à Mont-de-Marsan qui a oublié de couper le gaz sous le mouton. C'est bien fait. Enfin, un mot des gens d'ici et de Manuel Valls, tiens, notre exilé, celui qui nous a plaqués avant de se tailler à l'étranger. Il est toujours à Barcelone, où il fait visiter le quartier de son enfance à des gens qui s'en foutent. Alors, je vais le traduire, hein, parce que je parle le catalan 19e langue. Alors, voilà, donc ça, c'est mon école. Hein, c'est là où, en 72, quand la maîtresse nous a donné un devoir de classe, j'ai eu recours à mon premier 49.3. À la place, on a sniffé de la colle dans la cour avec les copains. J'étais défoncé. Hein, c'est ce jour-là que je me suis dit, mais en fait, tu es socialiste. Manuel Valls a ensuite rejoint son local, hein, qui fait quand même 2 fois la taille du siège du PS en France, où il a retrouvé, eh bien, on le voit, l'ensemble de ses électeurs. Hein. Alors, sans transition, symbole phallique, mon amour, Alexis Corbière, encore lui, a fait du rugby débraillé, avec 2 cordons lui chutant sur le bas-ventre. On a l'impression que son pénis va se pendre. Hein. Il faut dire qu'on s'est beaucoup moqué de ce pénis dans cette émission, donc il en a peut-être ras la patate. Et détail surprenant, le président Macron, dans son avion pour Djibouti, l'Air Kidouane, eh bien, portait un sweatshirt avec autour du cou les mêmes cordons. Du coup, c'est un peu comme s'il portait le slip de Corbière en bandana.
Coïncidence ou hasard? Même soirée Gaule déviante ou passion similaire pour le laisser-aller vestimentaire. Alors en fait, on s'en fout. Et même s'ils s'aimaient, je serais triste pour Raquel, bien sûr, mais heureux pour eux. Parce que la vie est courte, carpe diem. Si des gens menacent d'autres de mort, c'est bien que la vie c'est précieux. Alors longue vie à Pierre, et attention, si ça se reproduit, on vous envoie Raquel sur du Sardou, rien à foutre, tolérance zéro. Allez, bisous. Bravo! Bravo! Bravo, 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 Tanguy Pastureau. On va retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Bravo. Et voilà, et maintenant, on va jouer. C'est la fin de l'émission. Ouais. La dernière fois, c'est vous, Franz-Olivier Gisbert, qui avez gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? Le banco. C'est le winner de l'actu. À partir de 2020, que va faire la ville de Bruxelles pour chaque nouvelle naissance? Elle va verser une allocation de 500 € aux parents. Elle va offrir un carton décoré dans lequel l'enfant pourra dormir. Elle va planter un arbre ou elle va libérer un pédophile. C'est beaucoup à la mode de dormir dans des cartons. Je pense que c'est le carton. Non, ça c'est dans notre quartier, ça. La réponse la plus con, c'est verser une allocation de 500 €. Donc ça, c'est un piège. Donc c'est planter un arbre. Oui, mais évidemment. Franz-Olivier Gisbert. Je n'en peux plus, ça sort, j'en peux plus. Qu'a fait cette enseignante pour sensibiliser ses élèves à la protection de l'environnement? Elle les a fait dormir dans une décharge publique. Elle a porté la même robe pendant 100 jours. Elle a utilisé du matériel scolaire entièrement recyclable. Elle a gardé le cadavre de son chien dans sa classe pour faire du compost. Elle a porté la même robe pendant 100 jours. Bravo! Le patron de Lévi-Strauss a déclaré il y a quelques temps qu'il portait les mêmes pantalons pendant parfois des mois, 3 mois. Mais Roselyne Bachelot aussi fait ça sans se Oui, en fait, elle souhaitait sensibiliser les gens aux pressions de la société qui nous poussent à porter des tenues différentes tous les jours. Qu'est-il arrivé à cet homme? Il s'est brûlé la barbe avec une poêle Tefal. Il s'est luxé l'épaule à cause de ses écouteurs Apple. Il s'est sectionné un orteil avec ses tongs Nike. Il s'est coincé un testicule dans un tabouret Ikea. Pourquoi c'est uniquement sur la question totalement absurde que ça marche? Ça a pris dessus, Donc, on va dire qu'il s'est sectionné un orteil avec des tongs Nike. Non. Je sais qu'il y a des trous sur les tabourets Ikea. Putain, et donc bravo! je... Ouais! Exactement. En fait, il s'est assis après la douche. Il a Tu peux pas montrer ça alors où les gens sont chez eux tranquilles le dimanche soir. Je fais tout ce que je veux, moi. Bon. Donc voilà, donc effectivement, bravo, ça fait un point. Non, mais surtout, il s'est levé un peu brutalement, tu sais. Est-ce que Ikea est entré en bourse après ça? Quelle chanteuse, très bien, des années 90 fait actuellement ses premiers pas sur les planches. Attention. Et pour ceux, c'est bien ça, qui sont loin de chez eux. Je me donne la foi, je te demande. J'ai dans le cœur cette force qui dit ne m'aime pas. Je me donne la foi. Alors laquelle fait ses débuts sur les planches? Moi je dirais la Rousseau. Non. Oh non, merde, pourquoi? Elsa. Ouais. Ah ouais, évidemment. Oui, il fallait appuyer. Alors, elle joue dans la pièce 2+2 au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 27 avril. On en est où là? Mais ça fait 2 semaines qu'il gagne. Oh non, ouais, c'est bon. En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. Qu'a fait un huissier
pour éponger les dettes d'une famille. Il a vendu sa voiture. Il a vendu les jouets de ses enfants. Il a vendu le chien. Ou il a vendu l'urne qui contenait les cendres de la grand-mère. Il a tout vendu. Non. Il a vendu le chien. Le chien, Monia. Ah oui, c'est devenu C'était le seul bien solvable de la famille, ce chien, qui s'appelait C'est Ida. mieux que de l'abandonner aussi. Il a vendu 750 € le chien. Miskin. Que va bientôt interdire l'État de la Caroline du Sud aux États-Unis? Les moufles au volant, le dépassement du caleçon au-dessus du jean, le piercing dans le nez ou les chemises à carreaux à manches courtes. J'ai envie de dire le caleçon. Ouais. Le dépassement du caleçon. Cette mode qui s'appelle la mode saggy. Alors c'est 25 $ la première fois, mais la troisième fois c'est quand même 75 $. Hein. Donc on peut faire ça au plombier quand il vient Tu vois, avec ton slip qui dépasse, toi. Mais ça plaît. Ah non. Est-ce que Monia a gagné ou est-ce qu'ils sont à égalité? Oui, j'ai gagné. Bon coup, là. Monia a gagné! Super banco. Le banco! Non, pas banco. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Et d'ici là, bonne semaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.